Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. J'espère aussi que vous avez passé une bonne semaine et que vous serez tout à fait disposés et disponibles pour analyser avec nous ce qui se fait chez nous, dans les pays noirs, en matière d'insécurité. En sorte qu'aujourd'hui, nous allons tenter de décortiquer la problématique de l'insécurité dans des pays noirs en général et en Haïti en particulier. Car ne nous trompons pas, ce qui se fait en Haïti est souvent un laboratoire de ce qui va se faire dans d'autres pays africains ou de ce qui est en train de se produire dans des pays africains. En sorte que si nous comprenons bien ce qui se fait en Haïti en matière d'insécurité, cela nous permettra du même coup de comprendre ce qui s'est fait en Libye, ce qui est en train de se faire ou qui s'est fait dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, etc. Ne nous trompons pas, derrière la soi-disant problématique d'insécurité, il y a des théoriciens de la néocolonisation, il y a des théoriciens de géopolitique qui disent ce qu'il faut faire pour que des pays riches comme les nôtres, mais faibles militairement, ne profitent jamais de leurs richesses, mais qu'au contraire, ces richesses-là profitent à d'autres pays qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les pays occidentaux. Je vous fais une mise en garde. Quand vous analysez un phénomène social, quand vous analysez un phénomène économique, in fine, il s'agit toujours d'argent. Quand vous analysez un phénomène politique, ne vous limitez jamais à ce que vous voyez. Car ce que l'on voit est généralement une projection d'un écran de fumée. Un écran de fumée qui est
mise en scène, qui est mise en place, qui est conçue par des stratèges des pays occidentaux, qui est conçue par les théoriciens de la néocolonisation, de manière à empêcher monsieur et madame tout le monde de voir clair dans ce qu'il vit, dans ce qu'il subit, de manière à empêcher monsieur et madame tout le monde de comprendre les véritables enjeux. Voilà pourquoi, comme je prends plaisir à vous le dire régulièrement, eh bien, il y a des théoriciens de la néocolonisation qui vont prendre plaisir à projeter de nouvelles affaires dans les anciennes affaires, en sorte qu'il y a toujours une affaire qui vient s'ajouter à une première affaire pour oublier l'affaire originelle. De quoi il s'agit quand on parle d'insécurité dans des pays comme le Mali? De quoi s'agit-il véritablement quand on parle d'insécurité dans des pays comme le Burkina Faso? De quoi s'agit-il véritablement quand on parle d'insécurité dans des pays comme la Libye ou tenez dans des pays comme Haïti? Toujours de la même chose, toujours de la même affaire. Il s'agit d'une insécurité géopolitique. Et donc, nous allons ce matin nous appesantir à la problématique de l'insécurité en Haïti, voir ce qu'elle n'est pas. Quand vous entendez les nouvelles, quand vous écoutez la radio, quand vous regardez la télé, on parle d'une guerre de gangs en Haïti. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de guerre de gangs en Haïti. Vous parlez de violence des gangs, bien sûr, ça c'est ce qu'on voit. Mais la véritable violence n'est pas celle des gangs, c'est une violence beaucoup plus profonde. C'est une violence dont on nous cache les véritables auteurs, dont on nous cache les véritables mains, la fameuse main invisible, comme on tendait à l'appeler en économie. Alors, nous allons vous expliquer les sous-entendus. Nous allons vous expliquer les véritables enjeux de la problématique d'insécurité en Haïti. Et d'Haïti, vous comprendrez ce qui se passe dans d'autres pays, car ce sont toujours les mêmes pays qui mettent en place des mécanismes d'insécurité pour faire en sorte que les richesses des pays noirs ne profitent jamais à la population, à leur population, mais que ces richesses-là profitent aux populations des pays occidentaux. Il s'agit toujours des mêmes pays qui mettent en place des mécanismes de déstructuration de l'État, retenez bien cette formule, pour empêcher que nos richesses à nous ne nous profitent à nous. J'espère que vous nous accorderez toute votre attention, car nous aurons besoin de toute votre tête ce matin pour que vous compreniez et que vous arrêtiez de vous laisser intoxiquer par ce que la radio nous balance, ce que la télévision nous balance ad nauseam, à savoir qu'il y a une insécurité des gangs en Haïti. Au fait, les gangs ne sont que des instruments de main invisibles. Des criminels comme, n'est-ce pas, des ISO et les autres que je ne veux pas nommer, ce sont des criminels, ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais si eux sont coupables de ces crimes-là, il y en a qui sont encore plus coupables parce que c'est eux, ces gens-là, qu'on ne voit pas, qui conçoivent cette insécurité géopolitique de manière à nous faire fuir, de manière à nous forcer à laisser nos pays. Et vous verrez que à chaque fois qu'il y a virage économique, à chaque fois que nous sommes dans une transition énergétique comme celle que nous vivons, eh bien, les mêmes pays occidentaux mettent toujours en place, avec des variantes, je veux bien, ces mécanismes de déstructuration de l'État, ces mécanismes de déstructuration d'une population, de manière à décimer ces populations, de manière à les faire fuir. Dans quel but? Dans le but de faire main basse sur leurs ressources. C'est toujours comme cela. Et je vais remonter avec vous à la fin du Moyen-Âge, en passant évidemment par la période de l'industrialisation au XVIIIe siècle. Nous allons nous arrêter à ce qui s'est fait avec l'émergence de l'énergie pétrolière, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1973, pour aboutir à l'époque contemporaine. Et vous allez voir que ce fut au Moyen-Âge, que ce fut à l'époque de l'industrialisation, que ce fut à l'époque du boom pétrolier,
où que ce soit aujourd'hui, ce sont les mêmes mécanismes. Mon rôle à cette émission, c'est de vous aider à voir les invariants, ceux qui ne changent pas chez les peuples pilleurs que sont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, le Canada. Ce sont des pays pilleurs, ce sont toujours les mêmes. Et ce qui ne change pas dans les pays pillés, et ce que nous devons changer, nous qui sommes de la population de ces pays pillés, de telle sorte qu'il y ait un renversement du paradigme. C'est mon but à cette émission. Alors pour ce faire, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre attention, j'ai besoin de votre disponibilité d'esprit pour que vous compreniez. À cette émission, nous n'encourageons pas des comportements émotionnels, nous voulons vous aider à comprendre les véritables enjeux, ce qu'on ne dit pas ailleurs, ce qu'on ne dit pas dans les radios, ce qu'on ne dit pas dans les télévisions. Les radios, les télévisions en général répètent ce qui a été écrit, ce qui a été conçu, bref, les lignes de communication conçues par les chancelleries. Eh bien, ce qu'on ne dit pas ailleurs, nous le disons ici, de telle sorte que vous soyez en mesure de voir les sous-entendus de ces soi-disant problématiques d'insécurité chez nous. Vous notez que c'est toujours dans des pays soi-disant pauvres qu'il y a de l'insécurité. La vérité, c'est que ces populations pauvres vivent sur des territoires extrêmement riches, d'où la principale raison de l'insécurité chez nous. On s'arrête ici, vous connaissez le rituel. Je vous souhaite une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, bref, une bonne tasse de tout ce qui vous gardera éveillé. J'aurai besoin de toute votre attention pour la prochaine heure. On reste ensemble, on prend une pause. Après la dite pause, je vous reviens pour la suite de l'émission. À tout à l'heure. Il se trouve qu'un hashtag qui au départ était interne à la communauté noire, lorsque Alicia Garza et ses amis organisent plus que jamais, ou du moins écrivent cette lettre d'amour à la communauté noire, c'était une discussion interne pour dire aux nôtres, nos vies comptent. Ça a du sens. Mais lorsque les médias néolibéraux américains reprennent ce hashtag, ils donnent une connotation victimaire à ce hashtag et poussent notre population à se présenter comme des mendiants demandant à l'Occident « Hé, nos vies comptent, s'il vous plaît, respectez-nous ». Mais il y a bon nombre de Noirs qui ne se sentent pas concernés par ces réalités. En Occident, être noir, c'est une place qu'on vous assigne, celle du plus bas échelon social. C'est être porteur d'un crime qui ne dit pas son nom, au point de courir le risque constant de se faire interpeller par la police, jusqu'à 5 fois plus que les autres communautés. Être noir, c'est accuser un taux de chômage jusqu'à 2 fois plus élevé que les autres communautés. Être noir, une fabrication occidentale. Comment détruire la matrice? Invente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Procurez-vous votre copie maintenant. Alors avant la pause, on s'était promis de décortiquer la soi-disant problématique d'insécurité dans des pays noirs, la soi-disant problématique d'insécurité en Haïti. Donc je vais commencer avec le cas d'Haïti et j'irai de temps en temps glaner d'autres exemples dans d'autres pays noirs pour vous aider à comprendre. Car, encore une fois, ce qui se fait chez nous est révélateur d'un certain nombre d'invariants mis en place par les stratèges des pays pilleurs, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, dans des pays noirs, dans des pays extrêmement riches, même si on veut nous entrer dans la gorge que nous sommes des pays pauvres, et pendant longtemps on y a cru, sauf que là les données sont disponibles pour tout le monde, il faut refuser qu'on nous appelle des pays pauvres, il faut plutôt parler de pays appauvris par des pays pilleurs, avec la complicité de quelques traîtres à la nation. Alors, décortiquons la problématique d'insécurité chez nous. Partons des dernières nouvelles. Il y a 2-3 semaines, nous avons tous vu dans les médias sociaux ce qui s'est fait dans Carrefour Feuille à Port-au-Prince. Qu'est-ce qui s'est fait?
Et ce qui s'est fait là est révélateur de ce que l'insécurité n'est pas en Haïti. Écoutez bien, vous avez des bandits qui vont chez des gens, monsieur et madame tout le monde, et qui disent aux habitants de la ville, laissez votre maison. 9 fois sur 10, ils ne les tuent pas. 9 fois sur 10, ils ne les agressent pas. Ils leur disent, ces bandits-là leur disent, laissez votre maison. D'autres fois, pour marquer l'imaginaire, ils vont piller certaines maisons. Pour marquer l'imaginaire, ils vont y foutre le feu. Mais en général, ils disent aux habitants de la ville, laissez votre maison, laissez votre domicile, allez ailleurs. Mais ça, les amis, ce n'est pas une guerre de gang. C'est très dommageable que les médias, par pauvreté intellectuelle, par pauvreté de vocabulaire, mais également par paresse intellectuelle, sinon que par choix idéologique, c'est très intriguant que, malgré le fait que cette vérité-là crève les yeux, les médias continuent de dire qu'il s'agit là d'une guerre de gang, d'une violence de gang. Non, ce n'est pas une violence de gang. Car qu'est-ce que c'est qu'une violence de gang? Appelant un chat, il y a violence entre gangs lorsque des gangs de tel quartier sont en conflit avec des gangs de tel autre quartier, ils se font la guerre et, conséquemment, la population, parce qu'elle prend peur, fuit. Mais il ne s'agit pas de cela ici. Si vous voulez comprendre ce que c'est, par exemple, qu'une guerre entre gangs, pensez à la Colombie des années 90, pensez, si vous voulez, au Montréal des années 90 ou, si vous voulez encore, à d'autres quartiers de New York dans les années 90. Il y a guerre de gang lorsque vous avez tel gang de tel quartier qui, souvent pour des questions de territoire, pour des questions de marché de la drogue, ce gang-là est en conflit avec tel autre gang parce que ce gang-là veut, n'est-ce pas, prendre une partie du territoire de cet autre gang pour y vendre de la drogue et cet autre gang-là, n'est-ce pas, défend son territoire, réagit en représailles. Mais il ne s'agit pas de cela. Ici, il s'agit de bandits armés qui vont dans des quartiers et disent aux gens, laissez votre maison. Et vous notez que dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, les maisons sont restées vides. Donc l'intention des gangs, l'intention des bandits en vidant, si vous voulez, Cafoufeuille de sa population, ce n'est pas pour y installer, si vous voulez, un marché de la drogue, ce n'est même pas pour s'y installer aux dépens d'un autre gang, c'est tout simplement pour forcer la population à déguerpir, donc à vider les lieux. La véritable question à se poser, si les gangs ne sont pas en guerre contre eux, si les gangs ne demandent pas à la population de fuir parce qu'il y a justement conflit entre deux gangs armés, pourquoi donc les gangs font fuir la population? Gardez cette question en tête. Donc, une première chose à dire s'agissant de l'insécurité en Haïti, c'est qu'il ne s'agit pas d'une insécurité entre gangs armés. La première personne qui nous a mis cette formule-là dans la tête parce qu'elle l'a utilisée ad nauseam, c'était la très détestable Madame Lalime. Elle le faisait à dessein. Parce qu'elle voulait vendre aux médias occidentaux et par les médias occidentaux, aux médias haïtiens qui sont encore une fois des répétiteurs, l'idée que ce dont il s'agit là en Haïti, c'est une guerre de gangs. C'est tel gang de tel quartier qui entre en conflit avec tel autre gang de tel autre quartier. Faux. Faux, archi faux. Il peut arriver que tel chef de gang ait eu un petit conflit avec tel autre chef de gang, mais rapidement, vous le notez, ils se réconcilient. Il y a 3 mois, n'avons-nous pas assisté à une réconciliation presque publique entre 2 ou 3 chefs de gang qui s'insultaient par médias sociaux interposés? Mais très rapidement, ils ont fait la paix. On a assisté, dit-on, à une espèce de paix des braves entre les bandits armés en Haïti. Donc, il ne s'agit pas
de violence due à une guerre entre les gangs. Quand il s'agit de guerre entre gangs, eh bien, les gens qui habitent tel quartier se font tirer dessus par les gangs qui viennent d'autres quartiers de manière à, si vous voulez, à avoir un territoire plus large. Pensez encore une fois au conflit entre les gangs de Medellín en Colombie et les gangs de Cali. Pour des questions de contrôle de territoire, pour des questions d'extension de territoire dans les années 90, eh bien, il y avait un véritable conflit de gangs armés entre le cartel de Medellín et le cartel de Cali. Mais il ne s'agit pas de cela en Haïti. Et les mots sont importants. Souvent, la manière dont les médias nomment les choses cache, si vous voulez, un message subliminal. En disant qu'il s'agit de conflits de gangs armés, on veut nous empêcher de comprendre la véritable nature de l'insécurité en Haïti. Alors, ce qui n'est pas dit ailleurs, je vous le dis ici, il ne s'agit pas de conflits armés entre gangs. Vous le notez, encore une fois, Carrefour-Feuille, c'est un bel exemple de cela. Carrefour-Feuille, c'est une excellente illustration. On va dire aux gens de la population de laisser leur maison, mais les maisons sont restées vides. On va certaines fois piller telle ou telle maison pour marquer l'imaginaire, mais les maisons restent vides. Les bandits qui viennent forcer la population à quitter son domicile, à quitter sa résidence, ne s'installent pas nécessairement dans ces maisons, car tel gang n'est pas en conflit avec tel autre gang. Bon, il ne s'agit donc pas de conflit entre gangs. Il ne s'agit pas de guerre entre gangs. Il ne s'agit pas non plus en Haïti d'insécurité entre l'État et les gangs armés. On a déjà vu ça dans certains pays qui sont aux prises avec le problème de la drogue. On voit, c'était par exemple, et c'est encore le cas à bien des égards, n'est-ce pas, à la Jamaïque, on voit une véritable guerre entre les barons de la drogue et l'État. Les barons de la drogue constituent un véritable État parallèle, ils sont armés, ils ont leur service de renseignement, ils ont beaucoup d'argent, parfois ils vont soudoyer même des gens de l'armée, des gens de la police qui leur refilent des informations, et donc certaines fois on assiste, n'est-ce pas, à une guerre entre l'État et les gangs armés. J'ai pris l'exemple de la Jamaïque, j'aurais pu prendre l'exemple, n'est-ce pas, du Nicaragua, j'aurais pu prendre l'exemple, n'est-ce pas, de la Colombie. Mais en Haïti, il ne s'agit pas de cela. Les gangs et l'État ne sont pas en guerre. En fait, l'État et les gangs ont précisément le même patron. Je vous aiderai à comprendre qui est le véritable patron. Notez-vous pas que les gangs font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire faire fuir la population dans certains quartiers précis, et l'État fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire rien. Je reprends de la formule. Donc, non seulement ne s'agit-il pas d'insécurité due à une guerre entre les gangs, ne nous laissons pas, si vous voulez, berner par les médias occidentaux, à la tête desquels on retrouve souvent des paresseux, de faux intellectuels, mais il ne s'agit pas non plus, en Haïti et dans nos pays noirs, de guerre entre l'État et les gangs. En Haïti, encore une fois, les gangs armés et l'État ont le même patron. Les gangs font ce qu'ils doivent faire, terroriser la population, faire fuir la population. À Carrefour-Feuille, c'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas, au cours des dernières semaines. Donc, les gangs font ce qu'ils doivent faire, ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on leur dit de faire. Les gangs exécutent les ordres qu'ils reçoivent, terroriser la population, faire fuir la population. Les gangs le font. Et l'État en Haïti fait ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que l'État en Haïti fait? Rien. Donc l'État fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire rien. En sorte que, vous notez qu'à aucun moment, un ministre
d'Ariel Henry n'a jamais été menacé par les gangs. À aucun moment, Ariel lui-même n'est menacé par les gangs. À aucun moment, le chef de la police n'a jamais menacé tel chef de gang. Et les chefs de gang ne menacent pas non plus le chef de la police. Donc, vous qui êtes des personnes intelligentes, il n'y a qu'une conclusion à tirer, c'est que l'État et les gangs ne sont pas en conflit. S'ils ne sont pas en conflit, tandis que toute personne raisonnable s'attendait à ce que l'État pose des actions contre les gangs, et que tout le monde devrait s'attendre à ce que les gangs posent des actions contre l'État, eh bien, la seule conclusion à tirer, puisque l'État et les gangs ne sont pas en conflit, la seule conclusion à tirer, c'est que l'État et les gangs sont au service de la même cause, l'État et les gangs sont au service du même patron. Et en réalité, l'État d'Ariel Henry et les gangs d'Iso, de Vitellum, tous ces salopards-là, travaillent pour le même patron. Vous me connaissez, je vais vous faire languir quelques moments avant que je ne vous dise pour qui travaillent les gangs et l'État en Haïti, pour qui travaillent les gangs et certains États croupions dans des pays africains. C'est les mêmes paradigmes. C'est le même paradigme, ce sont des invariants. Donc, allons-y par élimination, la fameuse via negativa. Il ne s'agit pas de guerre entre gangs armés. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, s'agissant d'insécurité en Haïti, d'une guerre entre l'État et les bandits. L'État et les bandits font précisément le même travail. L'État ne fait rien, laissant toute la place aux gangs. Et les gangs terrorisent la population sans être menacés par l'État. L'insécurité en Haïti n'est pas politique. On a déjà vu dans certains pays une insécurité politique. Qu'est-ce qu'on entend par insécurité politique? On entend par insécurité politique une insécurité qui est, si vous voulez, au service d'une cause politique. Je l'ai dit, lorsque les Juifs, les sionistes ont voulu forcer le Royaume-Uni, ont voulu forcer la Grande-Bretagne à reconnaître la nécessité de la fondation de l'État d'Israël, ils ont utilisé la violence politique. Les sionistes ont posé des bombes dans des stations d'essence appartenant, n'est-ce pas, aux intérêts britanniques. N'oublions pas que pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et celle qui a suivi justement immédiatement la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les années qui ont précédé la reconnaissance officielle de l'État d'Israël, eh bien, ce qui est devenu aujourd'hui Israël était sous protectorat anglais. Eh bien, les fondateurs de la nation juive, les sionistes comme on les appelle, ont utilisé la violence politique, c'est-à-dire ils ont utilisé la violence pour servir une cause politique. Et vous me connaissez, je ne suis pas contre cela. Dans certaines circonstances, dans certaines situations, on n'a pas le choix que pour faire débloquer, si vous voulez, une situation politique, pour débloquer, si vous voulez, une certaine situation sociale, il faut utiliser la violence. Je ne suis pas du genre à dire « Ah, moi, je suis un pacifiste ». Je ne suis pas pacifiste. Je pense que quand quelqu'un se décrit comme pacifiste, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas dans la réalité de la vie, tout simplement. Tous les vivants, que ce soit des humains, des animaux, n'est-ce pas, utilisent la violence. Et donc, je serais fou de dire que je suis contre toute forme de violence. Je sais que ça ferait beau de me l'entendre dire. Non, je ne le dirai pas parce que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas contre la violence. Dans certaines situations, la violence, elle est nécessaire. Ça va? Et donc, la violence en Haïti, l'insécurité en Haïti n'est pas une insécurité politique. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles.
quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. On parle d'insécurité politique lorsque l'insécurité est au service d'une cause politique. J'ai pris l'exemple, n'est-ce pas, de l'État d'Israël dans les années 40. Je prends l'exemple des Palestiniens aujourd'hui. Des Palestiniens qui sont agressés. Des Palestiniens qui sont, si vous voulez, exploités par un certain État d'Israël. Eh bien, ils n'ont pas le choix, ces Palestiniens-là. Je ne les condamne pas, d'utiliser la violence pour réagir face à la violence de l'État d'Israël. Attention, je ne parle pas de la violence de la population juive. En général, la population juive réclame ce que tout être humain réclame, pouvoir vivre, n'est-ce pas, sans danger sur son territoire, pouvoir vaquer à ses occupations. Mais l'État d'Israël est un État voyou. Il faut appeler les choses par leur nom. Et donc, pour réagir à la violence de l'État voyou d'Israël, les Palestiniens utilisent la violence. Et là non plus, je ne condamne pas. Et ça, c'est une violence politique. On peut voir, dans d'autres cas, une violence politique. Tenez, au Québec. Au Québec, qui, dans les années 60, a vécu ce qu'on appelle improprement la révolution tranquille, qui n'était pas tranquille du tout. D'abord, ce n'est pas une révolution, et de 2, elle n'était pas tranquille. Ce qui s'est passé, cette accélération des progrès socio-économiques au Québec. Mais cette accélération-là, c'est faite aussi par la violence. Les militants, les activistes québécois qui voulaient l'indépendance du Québec ont utilisé la violence, ils ont fait sauter des bombes, ils ont kidnappé des ministres, ils en ont tué au moins un pour forcer la conscience politique d'alors, pour forcer la conscience populaire d'alors à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est une violence politique. Mais en Haïti, on n'a pas cette violence politique-là. J'aurais pu prendre aussi l'exemple, maintenant que j'y pense, de la guerre d'Algérie, dans les années 50, dans les années 60. Les Algériens voulaient forcer les Français à laisser leur territoire. Après avoir négocié, après avoir parlementé, après avoir publié des manifestes, les Français qui sont des parasites, l'État français, c'est un État parasite, puisque l'État français ne voulait pas laisser le territoire des Algériens. Les Algériens ont utilisé avec raison la violence politique pour forcer les Français à laisser leur territoire. Ils sont allés jusqu'à poser des bombes dans la voiture officielle de Charles de Gaulle. Ils sont allés jusqu'à tirer sur le cortège de Charles de Gaulle, avec raison, pour forcer l'État français à reconnaître l'autodétermination des peuples. Mais en Haïti, il ne s'agit pas de cela. Donc l'insécurité en Haïti n'est pas une insécurité politique. Ceux qui ont les armes entre les mains ne détiennent pas ces armes-là pour faire avancer une cause politique.
C'est vrai que de temps en temps, comment il s'appelle, Barbecue, qui veut nous faire rire, tente de se faire passer pour une espèce de révolutionnaire qui veut changer la situation du peuple. C'est de la foutaise tout cela, ils comprennent rien à rien. Ce sont des gens que d'autres utilisent, on leur met des armes entre les mains pour servir une cause beaucoup plus inavouable, beaucoup plus profonde. Mais l'insécurité en Haïti n'est pas une insécurité politique. L'insécurité en Haïti n'est pas une insécurité révolutionnaire non plus. D'une certaine manière, l'insécurité politique est liée à l'insécurité révolutionnaire. Le fait par moi de dire que ce n'est pas une insécurité politique devrait me suffire pour dire non, il ne s'agit pas non plus d'une insécurité révolutionnaire. Mais puisque je suis pédagogue, je veux vous aider à comprendre ce que c'est qu'une insécurité révolutionnaire. Nos ancêtres ont utilisé l'insécurité révolutionnaire. J'en ai parlé il y a 2-3 semaines à mon émission sur Bois Caïman que je vous encourage à revoir parce que les techniques de nos ancêtres sont encore pertinentes aujourd'hui. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? Mais ils ont utilisé la violence pour faire mal à l'oppresseur là où ça compte. Nos ancêtres qui ont été asservis par des Français ont compris que pour faire avancer leur cause, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de conscientiser la population, ce qui est fondamental. La conscientisation, elle est importante. C'est pour cela que je suis avec vous 2 fois par semaine, le mercredi en créole, le dimanche en français. Pour produire une révolution, pour produire des changements dans une société, il faut prendre le temps d'expliquer ce changement. Il faut prendre le temps de conscientiser la population sur la nécessité de ce changement. Mais à un moment donné, dans la lutte pour le changement, il faut faire mal à l'oppresseur. Et il faut lui faire mal là où ça compte. Nos ancêtres ont compris que si les Français les ont asservis après les avoir kidnappés depuis 1503 pour les jeter dans l'enfer de Saint-Domingue, c'est parce qu'ils voulaient faire du fric. Comment faisaient-ils du fric? Ils obligeaient nos ancêtres à travailler sur des champs de canne à sucre, sur des champs de coton, etc. Alors, nos ancêtres, qui sont des génies en matière de lutte révolutionnaire, disent non seulement nous allons leur réclamer notre libération, mais nous allons poser des actions pour y parvenir. Qu'allons-nous faire? Nous allons foutre le feu dans des champs, dans des plantations de canne à sucre. C'est ce qu'ils ont fait. Et dès qu'ils l'ont fait, vous avez compris, la métropole, la France, a dépêché à Saint-Domingue une commission civile avec les Sontonax. Et Sontonax, constatant la détermination et la combativité de nos ancêtres, n'a pas eu le choix que de reconnaître qu'on ne peut plus retourner à l'esclavage. Il a dû proclamer, si vous voulez, la libération ou l'abolition de l'esclavage 2 ans plus tard. Alors, ça, c'est une violence révolutionnaire. Quand on veut provoquer un changement, il faut utiliser de la violence. Ne laissez pas des journalistes qui, en général, n'ont aucune connaissance en histoire ou sont de mauvaise foi parce qu'ils ont peur de perdre leur job. Ils répètent, écoutez, il ne faut pas de la violence. Il n'y a pas de révolution sans violence. La révolution est nécessaire parce que les oppresseurs nous violentent. Alors vous ne pouvez pas être contre la violence de l'opprimé sans dénoncer la violence de l'oppresseur. Nelson Mandela, qui est devenu, si vous voulez, un modèle de la réunification pacifique en Afrique du Sud, avant d'être ce modèle de réunification pacifique, a déjà utilisé les armes. Nelson Mandela était à la tête de l'ANC et l'ANC utilisait des armes contre l'État sud-africain. Et lorsqu'on lui a posé la question à savoir, mais comment se fait-il qu'il accepte d'utiliser des armes pour
sa révolution qu'il souhaitait, il disait, écoutez, les armes que nous utilisons sont déterminées par l'oppresseur. Si l'oppresseur utilise des armes à feu contre nous, nous allons utiliser des armes à feu contre lui. Et donc, la violence révolutionnaire, c'est une violence qui est au service d'une révolution, d'un changement radical qu'on veut provoquer. Mais il ne s'agit pas de cela en Haïti. Il ne s'agit pas de cela en Haïti. Si vous demandez à ceux qui kidnappent, à ceux qui pillent, à ceux qui violent, à ceux qui forcent la population à abandonner son domicile, si vous leur demandez à eux pourquoi ils font ça, mais 9 fois sur 10, ils le font pour faire du fric. Ils vont kidnapper, ils vont rançonner les gens, ils vont recevoir un certain montant, ce montant va être partagé entre ceux qui leur mettent les armes entre les mains. Ce montant va être blanchi par les banques. Les banques sont très complices de cette industrie de kidnapping. On s'entend quand quelqu'un reçoit 700 000 $ américains cash, quand quelqu'un reçoit 500 000 ou 300 000 ou 100 000 ou 50 000 $ américains cash, on s'entend qu'on ne peut pas mettre ça sous un matelas. Donc les banques acceptent, quant à elles, de blanchir cet argent parce que les banques haïtiennes n'ont absolument aucune conscience morale. Vous me direz qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui aient une conscience morale, je vous donne raison, sauf que dans des pays de droit, eh bien l'État veille à ce que les banques se posent un certain nombre de questions sur la licéité de l'argent reçu. Mais en Haïti, on s'en fout, et dans les pays africains aussi, parce que ceux qui mettent en place ces systèmes d'insécurité-là ont quelque chose de plus profond en vue. Il ne s'agit pas non plus en Haïti d'une insécurité due à de la guerre civile. Ça, c'est important qu'on s'y arrête. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. L'insécurité en Haïti, disais-je, n'est pas une insécurité due à une guerre civile. On nous a déjà balancé ça, on a tenté de nous le balancer là. Vous vous souvenez de l'année dernière, quand, sur ordre de Madame Lalime, certains gangs prenaient le contrôle de certains terminaux de distribution de carburant, je dis bien
enfin sur ordre de Madame Lalime, on a tenté de nous faire croire qu'il y avait une guerre civile. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas de guerre civile en Haïti. Quand est-ce qu'on parle de guerre civile? Il y a guerre civile lorsque une certaine partie de la population civile livre bataille contre une autre partie de la population civile, d'où le terme de guerre civile. Les États-Unis ont connu une guerre civile en marge de leur indépendance. Il y avait des gens qui voulaient couper le pont avec la Grande-Bretagne, avec l'Empire britannique du roi George. C'était des révolutionnaires. Il y avait d'autres qui ne voulaient pas couper le pont, qui voulaient rester dans l'Empire. On les appelle des royalistes ou des loyalistes. Eh bien, ceux-là ont fait la guerre. Par la suite, il y avait des gens qui étaient contre l'esclavage et d'autres qui étaient pour l'esclavage. Au XIXe siècle, eh bien, ils ont fait la guerre civile. Ça veut dire que vous avez une partie de la population qui fait la guerre contre une autre partie de la population. Et il ne s'agit pas de cela en Haïti. Nous n'avons pas ce réflexe-là dans notre culture. Par le passé, au XIXe siècle, on a appelé certaines luttes de pouvoir improprement des guerres civiles, mais il n'y en a pas eu. C'est généralement d'anciens soldats, d'anciens militaires, d'anciens activistes qui voulaient prendre le pouvoir sous le leadership d'un seul et qui marchaient contre Port-au-Prince, qui réagissaient, mais on n'a pas le réflexe de la guerre civile. Une partie de la population du Sud qui va se soulever contre la population du Nord ou une partie de la population du Nord qui va se soulever. Non, on n'a pas de cela en Haïti. Donc l'insécurité en Haïti n'est pas une insécurité due à une guerre civile. Et je vais défaire un autre mythe. L'insécurité en Haïti n'est pas due à de la pauvreté. J'entends des sociologues raconter cette bêtise. Ah mais vous savez, il y a de l'insécurité parce que la population est si pauvre. Voyons, la pauvreté haïtienne ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr que la pauvreté peut créer certains cas de banditisme, mais il y en a dans tous les pays. Dans tous les pays. Mais l'insécurité qu'on vit en Haïti n'est pas due à de la pauvreté. Il ne faut pas faire ça. Hein. Il ne faut pas dire, ah mais les gens qui détiennent des armes, ils détiennent ces armes-là parce qu'ils sont pauvres. D'abord, c'est une grosse connerie. Ces armes-là coûtent cher. Les armes qu'ils détiennent, c'est des armes qui coûtent 2, 3, 4, 5, 6 000 dollars américains. Ça, c'est un revenu de riche, là, pour le peuple haïtien. Et en plus, les munitions coûtent cher. Donc, quand vous dites que l'insécurité en Haïti, elle est due à de la pauvreté, c'est une belle connerie. Sauf que vous n'y pensez pas toujours, parce que les médias vous balancent ça. On nous balance ça parce que c'est conçu par les théoriciens, encore une fois, des géopolitiques des pays pilleurs comme le Canada, les États-Unis, la France, etc. Ils disent, ah mais vous savez, c'est dû à de la pauvreté. Faux. La population haïtienne a toujours été, dans sa majorité, une population pauvre. Et nous n'avons pas, nous les Haïtiens, ce réflexe de prétexter la pauvreté pour commettre des crimes. Non. Et les gens qui détiennent des armes, ce ne sont pas des pauvres. Alors vous pensez qu'Iso est pauvre. Voyons donc. Vitellum est pauvre. Barbecue est pauvre. Mais ceux qui leur mettent les armes dans les mains, c'est-à-dire qui ont la capacité d'aller négocier l'achat de ces armes-là dans les États du sud des États-Unis, qui ont les contacts qu'il faut pour faire passer ces armes-là depuis les douanes américaines vers la République dominicaine, pour les faire atterrir en Haïti, en graissant à chaque fois les pattes qu'il faut, vous appelez ça des pauvres. Voyons donc les amis. Donc l'insécurité en Haïti n'est pas une insécurité due à la pauvreté. Foutaise, si quelqu'un vous dit ça, soit qu'il est idiot lui-même ou bien qu'il veut vous enfumer. La majorité des Haïtiens
sont pauvres, mais la majorité des Haïtiens sont contre la violence. La plupart de ces pauvres Haïtiens, si vous leur proposez d'utiliser l'arme pour se faire un peu d'argent, ils vont vous dire non merci. Alors, l'insécurité en Haïti n'est pas une insécurité qui est due à la pauvreté, car ce n'est pas une insécurité de pauvres. Ceux qui utilisent l'insécurité en Haïti n'utilisent pas un petit couteau là. Ils utilisent des armes de gros calibre avec des munitions et regardez bien où ils habitent. Ils habitent littéralement dans des manoirs, ils habitent dans des complexes, ils habitent dans des forteresses avec des caméras, avec des drones. Alors là, si vous dites « Ah, mais c'est une insécurité de pauvres », soit que vous nous preniez pour des idiots, ou alors, vous êtes idiot vous-même. Et peu importe votre titre, là, vous allez faire une analyse insipide. Vous savez, c'est une population pauvre. Voyons donc. Ce réflexe-là d'utiliser ou de prétexter la pauvreté pour commettre des crimes, et là, il s'agit de la grande criminalité, c'est des réflexes qu'on trouve dans des pays pilleurs, dans des pays occidentaux. Le gars va dire, puisque moi je suis issu d'une famille pauvre, je vais entrer dans le commerce de la drogue, je vais devenir, si vous voulez, un baron de la drogue. Mais on n'a pas ça, nous, comme réflexe culturel. L'insécurité, récapitulons, n'est pas une insécurité due à une guerre de gang, elle n'est pas une insécurité de bandits contre État, elle n'est pas une insécurité politique, elle n'est pas une insécurité révolutionnaire, elle n'est pas de l'insécurité due à de la guerre civile, elle n'est pas une insécurité due à de la pauvreté. Alors qu'est-ce qu'elle est alors, cette foutue insécurité? C'est une insécurité géopolitique. Pour comprendre ce qui se passe en Haïti maintenant, et ce qui se passe en Haïti va vous aider à comprendre ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé au Niger et dans d'autres pays africains, vous devez retenir un terme: géopolitique. Les pays qu'on appelle les pays puissants, les pays qu'on appelle les pays riches, ils ont construit leur richesse selon le même paradigme. Écoutez bien. Ils débarquent dans des pays riches, riches en ressources naturelles, riches en ressources humaines. Ils prennent le contrôle de ces populations-là par la violence et ils font main basse sur leurs ressources naturelles qu'ils exportent chez eux, ces pays-là, qu'ils transforment pour devenir riches et ils s'assurent que ces pays-là qui ont des ressources extrêmement riches restent pauvres, tandis qu'eux continuent de voler les ressources de ces pays-là. Ça s'appelle une insécurité géopolitique. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveaux, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. L'insécurité à laquelle nous assistons, c'est une insécurité géopolitique, c'est une insécurité qui a pour motivation des problèmes économiques que je vais vous expliquer. C'est une insécurité qui a pour motivation des enjeux de défense, des enjeux de sécurité, que je vais vous expliquer. Et c'est une insécurité qui a pour source des enjeux politiques ou idéologiques que je vais vous expliquer. Et c'est tout cela que recoupe le mot géopolitique internationale. Des enjeux économiques, des enjeux de défense, des enjeux de sécurité et des enjeux, n'est-ce pas, des enjeux idéologiques ou des enjeux politiques.
Je vous ai dit au début de l'émission qu'à chaque fois qu'on est dans une transition énergétique, qu'on est dans une période de virage économique, on a assisté à l'émergence de l'insécurité dans certains pays, mais une insécurité qui est conçue et mise en place par d'autres pays. Je vous avais promis de vous ramener à la fin du Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, 1450. Les pays pilleurs, qui ont toujours été des pays européens, avaient un problème de territoire. Ils étaient trop nombreux sur un territoire exigu. C'est encore le cas en Europe. Ils sont 500 millions sur un petit territoire, si vous comparez l'Europe, n'est-ce pas, au continent africain. Non seulement sont-ils trop nombreux sur un territoire exigu, nous sommes donc au Moyen-Âge, mais ils font face à des problèmes économiques énormes. Ils vivaient essentiellement de l'agriculture. Donc si une récolte tourne mal, mais c'est la famine. Leur système, n'est-ce pas, économique, reposait encore sur le servage, c'est-à-dire des seigneurs qui embauchaient un grand nombre de serfs sur leur territoire. Et quand ceux-là sont mécontents, ils font une risque. Ils font, si vous voulez, une révolte. Et là, c'est encore le roi qui va devoir envoyer des soldats pour décimer ces paysans-là. Et à la fin du Moyen-Âge, il n'y avait pas seulement ces problèmes économiques, ces problèmes de territoire, mais vous aviez des problèmes de santé énormes, des épidémies, pensez à la peste ou d'autres maladies encore qui décimaient les populations européennes, donc il n'y avait pas de débouché. Et donc dans ce contexte-là, les Européens vont être, si vous voulez, en quête de débouchés pour leur population. Et là, ils vont rentrer en Afrique. Afrique, continent extrêmement riche, il l'est encore, c'est un continent béni des dieux. On dirait qu'à chaque fois qu'on est dans une situation de virage économique, l'Afrique est ce réservoir inépuisable dans lequel on trouve toutes les ressources dont les humains ont besoin. Et donc, les Européens vont arriver en Afrique. Le réflexe des Européens, et ça n'a pas changé, le réflexe des Occidentaux, et ça n'a pas changé, c'est un réflexe selon lequel ils désirent vos ressources, mais ils refusent de payer. Ils désirent quelque chose que vous avez, et plutôt que de négocier avec vous, plutôt que d'avoir un deal avec vous, un deal gagnant-gagnant, à savoir, j'ai la technologie, vous avez la matière première, on va faire en sorte qu'on s'entende, on va avoir une espèce d'entente win-win, n'est-ce pas? Vos ressources vont vous profiter à vous, vont bénéficier à la population, et puisque moi j'ai les technologies, je vais les transformer ces ressources-là pour le bien de nos populations, en sorte que, en fin de compte, nos deux populations vont être bien. Non, ce n'est pas ça le réflexe de l'occidental, ce n'est pas ça le réflexe du capitaliste, ce n'est pas ça le réflexe des pays européens. Le réflexe des pays européens, le voici. Vous avez quelque chose que je désire, c'est pas compliqué, je vais le prendre, ce quelque chose-là, je vais soit vous tuer, ou si vous êtes chanceux, vous réduire en esclavage, ou vous coloniser, ou vous néocoloniser. Vous notez que ça ne change pas. La France d'aujourd'hui construit sa richesse sur quoi? Sur le pillage des ressources africaines. Voilà pourquoi, quand les pays africains foutent dehors un ambassadeur, la France dit, écoutez, je ne reconnais pas l'autorité de ce pouvoir. C'est une imbécilité que celle-là. J'ai étudié en droit international. Il n'y a aucune convention en matière diplomatique qui demande au pays, ma foi, accréditant, de se poser la question à savoir, est-ce que le pouvoir du pays accréditaire est légitime ou non? Pays accréditant, la France dépêche un ambassadeur, mettons, au Niger, qui est le pays accréditaire. Si le pays accréditaire, à savoir le Niger, dit au pays accréditant, à savoir la France, je ne veux plus de votre foutu ambassadeur, la France n'a pas d'autre question à se poser. La France dispose de 48 heures pour rappeler son foutu ambassadeur. Oh, voilà que contrairement au droit international, la France dit
que, eh bien, le pouvoir qui me demande de partir n'est pas légitime. Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Parce que si on fout la France, n'est-ce pas, dehors de l'Afrique, c'est pas compliqué, la France redevient pauvre. Car, analysez bien, d'où viennent les richesses de l'État français? La matière première des richesses de l'État français vient exclusivement des pays africains. Peu importe cette ressource, qu'on parle de pétrole, qu'on parle de cobalt, qu'on parle d'uranium, le fameux uranium que la France vend d'ailleurs à d'autres pays sans l'avoir chez elle, ce sont des ressources qui viennent de l'Afrique. Et donc, quel est le réflexe des pays occidentaux? Quel est le réflexe des pays européens? Quel est le réflexe des pays capitalistes? Vous avez quelque chose que je n'ai pas, vous avez quelque chose dont j'ai besoin, plutôt que de vous l'acheter, je vais le prendre. Et si vous êtes malchanceux, je vais vous tuer. Et si vous êtes chanceux, estimez-vous heureux d'être chanceux, je vais vous réduire en esclavage et je vais vous coloniser. C'est ce que les pays européens ont fait en 1450. Et là, ils vont utiliser tout leur appareillage idéologique avec l'Église, leur appareillage soi-disant scientifique, juridique, pour dire, écoutez, l'Afrique n'est pas un véritable continent, les pays africains ne sont pas de véritables États, ce sont des sauvages, donc tout chrétien européen qui débarque là peut réclamer comme sien le territoire de ces gens-là. Et donc ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on va avoir un autre virage. La Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni ou l'Empire britannique va être le premier à faire ce qu'on appelle l'industrialisation. On va remplacer le travail des humains par des machines, essentiellement des machines à vapeur, etc. Et pour ces machines-là, on a besoin de quoi? On a besoin de fer, on a besoin, n'est-ce pas, de charbon, etc. Car c'est ça l'industrialisation. Et vous allez remarquer que là encore, eh bien, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, qui sera suivi par d'autres pays comme la France, le Canada, etc., ils vont utiliser le même paradigme. Pour faire cette industrialisation, ils ont besoin de matières premières, de charbon, de fer. Mais 9 fois sur 10, ils n'ont pas cette matière première. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dans des pays, encore une fois, ils vont dans des pays de noirs, ils vont sur le continent africain, ils vont voler les ressources, ils vont obliger ces populations à travailler pour eux, pour s'enrichir. C'est ce qu'on appelle l'industrialisation. Et pour s'assurer que ces populations-là ne se révoltent jamais, ils vont créer des situations d'instabilité, des situations de violence. Et c'est là où leurs historiens vont nous balancer des bêtises, à savoir, ouais, mais les Européens qui sont arrivés en Afrique, ils ont pu asservir les populations africaines parce que les pays africains étaient en guerre les uns contre les autres. Mais, bon Dieu, les humains ayant un certain fond de violence, sinon un fond de violence certain, peuvent faire la guerre, mais ça ne vous donne aucun droit de débarquer chez eux pour voler leurs ressources, les dresser les uns contre les autres. C'est ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas, au bas Moyen-Âge. Donc vous notez que quand il y a transition, les pays pilleurs vont provoquer, si vous voulez, une situation d'instabilité, une situation de violence. Cela leur permet, dis-je, de faire main basse sur les ressources de ces pays-là, de les décimer, ces populations-là, et de les déplacer. À l'époque de l'industrialisation, à compter du XVIIIe siècle, ça va être la même chose. On a besoin de matières premières pour industrialiser nos économies. Ces matières premières-là, nous ne les avons pas chez nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à exploiter les ressources de ces pays noirs. Et donc, c'est en marge de l'industrialisation des pays européens qui a débuté, dis-je bien, au XVIIIe siècle, qu'on va assister à la fin du XIXe siècle à la fameuse conférence de Berlin où les mêmes pays européens, l'Allemagne,
la France, toujours elle, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres, donc tous des pays de blancs, vont se réunir à Berlin pour décider de la manière dont ils vont morceler l'Afrique, pour voler les ressources africaines, tout en décimant la population africaine, en provoquant de la violence. Vous notez que l'enrichissement des pays occidentaux repose sur le même paradigme. Vous avez quelque chose dont j'ai besoin. Vous avez quelque chose que je veux, je refuse de payer pour cela. La France ne paye pas pour les ressources africaines. Dans les années 50, la France s'est assurée que tout ce qui se trouve dans les sous-sols des pays africains qu'on appelle la France-Afrique, tout ce qui se trouve dans leur sous-sol appartiendrait à la France. Ils appellent ça faire de la business. Et le président Macron a le toupet de regarder les gens dans les yeux pour leur parler d'éthique, pour leur parler d'autodétermination des peuples. C'est pas compliqué. L'État français, c'est un État voleur. C'est pas compliqué. L'État canadien dont on va parler, c'est aussi un État voleur. Tous ces pays occidentaux s'enrichissent en pillant les ressources des autres. Ils refusent de payer quand vous avez quelque chose dont ils ont besoin. Ils provoquent la violence chez vous, ils vous assassinent, ils vous pillent, ils vous déplacent de manière à faire main basse sur vos ressources. Au bas Moyen-Âge, on a vu cette émergence de la violence au service de la géopolitique. À l'époque de l'industrialisation, on a vu cette même violence. Maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, où on va assister à l'émergence de l'énergie pétrolière, où on va assister à un boom pétrolier entre 1945 et 1973, on va avoir le même paradigme de violence. Je vous l'explique. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses, ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Après la Seconde Guerre mondiale, donc à compter de 1945 jusqu'en gros en 1973, on va assister à un boom pétrolier. Qu'est-ce qui va se passer? Le pétrole, pour la première fois, va supplanter toute autre forme d'énergie. Le pétrole va supplanter le charbon. Et donc les pays pilleurs, toujours les mêmes, quand je dis pays pilleurs, entendons les pays soi-disant développés, toujours les mêmes, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Canada, eh bien, pour se mettre au pas les uns des autres, ils sont toujours en concurrence, pour être les plus riches, les plus avancés, ils vont chercher le pétrole partout où il y en a sur la Terre. Et le pire, c'est que même lorsqu'ils ont du pétrole chez eux, c'est le cas des États-Unis et du Canada, ils vont garder leur pétrole à eux comme réserve stratégique et ils vont décider d'aller chercher le pétrole ailleurs. Vous remarquez quelque chose? Tous les pays qui sont des puissances pétrolières, donc tous les pays qui détiennent de grands bassins de pétrole, pendant ces moments-là, étaient des pays instables. Regardez les pays de l'OPEP. Pensez à un pays comme, n'est-ce pas, l'Iran. Alors, pensez à d'autres pays qui aujourd'hui ont repris le contrôle de leur destin politique. Les Émirats arabes unis, n'est-ce pas, des pays comme l'Arabie saoudite. C'était des pays qui étaient sous le contrôle de l'une de ces puissances pilleuses, de l'un de ces pays pilleurs. Entendons la Grande-Bretagne, entendons les États-Unis, entendons, n'est-ce pas, la France, toujours les mêmes. Et lorsque vous regardez l'histoire de ces pays-là, pensez à l'Iran, pensez à des pays comme l'Arabie saoudite ou d'autres pays qui détiennent, n'est-ce pas, cette manne qu'on appelle l'or noir. C'est des pays dans lesquels on retrouve une violence inouïe. Mais ce sont des pays qui ne produisent pas d'armes.
Donc les armes viennent d'ailleurs. Et les conflits qu'il y avait dans ces pays-là, ce sont soi-disant des conflits politiques. Et quand on prend le temps de regarder vraiment, on réalise que c'est des conflits qui sont dus à quoi? Au fait que la population se soulève contre tel gouvernement, contre tel régime, mais les pays pilleurs comme les États-Unis décident de maintenir ce régime. C'était le cas du Shah d'Iran. À un moment donné, la population iranienne ne voulait plus de ce Shah, mais les États-Unis disent c'est notre homme. Alors, ils vont armer une certaine partie de la population pour se battre contre une certaine autre partie de la population. Ils vont, n'est-ce pas, fournir des armes à l'armée pour tirer sur la population civile. Et quand vous prenez le temps de regarder, mais d'où vient cette violence-là dans ces pays riches, mais dont les populations sont appauvries, c'est une violence géopolitique. C'est une violence mise en place par les pays pilleurs pour s'assurer d'avoir la mainmise sur les ressources de ces populations-là. Et comment ils procèdent? Toujours de la même manière. Vous avez des ressources dont j'ai besoin, je refuse de payer, je vais mettre en place un régime que je vais corrompre, un régime qui va accumuler des comptes bancaires chez nous. Vous notez quelque chose? La famille Bongo, là, qui règne sur le Gabon depuis 65 ans, a accumulé des milliards en France. Des hôtels 5 étoiles, si vous voulez, des voitures de luxe, d'autres compagnies encore. La France n'a jamais posé la question de la licéité de ses fonds. Pourquoi? Parce que la famille Bongo, c'est une famille mise en place par la France pour piller les Gabonais, et les Français ont le toupet, les Français ont l'arrogance de dire, mais vous savez, les Gabonais sont pauvres. Non, les Gabonais ne sont pas pauvres, ils sont appauvris parce que les Français les pillent. Et comment ils y arrivent? Eh bien, ils maintiennent la famille Bongo au pouvoir pendant 65 ans. Ce sont ces mêmes foutus Français qui vont vouloir vous faire la leçon morale sur la démocratie. Non, la démocratie, ils s'en foutent. Pourvu que les richesses des autres pays leur profitent à eux, ils s'en foutent, la démocratie. Ils gardent les Bongos au pouvoir. Les Bongos, n'est-ce pas, thésaurisent de l'argent chez eux, hôtels, n'est-ce pas, voitures de luxe. La France n'a jamais condamné. Et maintenant que Bongo est renversé, faisons attention à ce qui se passe là, n'est-ce pas, au Gabon, c'est un jeu, hein. Et là, il montre tout ce que les Bongos ont détourné. Les Bongos ont détourné cela, tout comme Mobutu avait détourné des milliards de dollars, n'est-ce pas, des Zaïrois, parce que la France encourageait cette corruption. Mais revenons à notre sujet principal. Pendant ce boom pétrolier, on a vu la même violence. Dans des pays qui ont du pétrole, le pétrole qui enrichissait les mêmes pays pilleurs. Et pour s'assurer de faire même bas sur le pétrole de ces pays-là, eh bien, que font les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France? Ils mettent un système de violence chez eux. Il y a toujours de l'instabilité. Il y aura 2 ou 3 familles au pouvoir, une oligarchie qui s'enrichit grâce au pétrole, mais la majorité de la population reste pauvre. Et quand on voit qui enrichit cette ressource énergétique, le pétrole, c'est toujours les mêmes pays pilleurs. Donc vous notez, il y a des invariants. À la fin du Moyen-Âge, on va chercher les ressources ailleurs, on refuse de payer, on décime la population, on met en place des gouvernements qui vont nous enrichir tout en appauvrissant leur propre population. Pendant l'industrialisation, on fait la même chose, on veut industrialiser nos économies, mais on n'a pas la matière première, eh bien, on va se rendre là encore dans des pays noirs, on va voler leurs ressources, on va décimer leur population, donc on va créer de la violence, et cette matière première sera acheminée chez nous. À l'époque du boom pétrolier 45-73, le même paradigme. Donc vous voyez les invariants. On met en place des gouvernements croupions dans des pays riches en pétrole, mais dont les populations sont pauvres. On crée de l'instabilité, on envoie des armes à une partie de la population contre une autre partie de la population. On crée de l'instabilité et on s'enrichit. Et si aujourd'hui des pays comme Dubaï, des pays comme l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, commencent à profiter de leurs ressources, c'est pas compliqué, c'est parce qu'ils ont foutu dehors
les Anglais, c'est parce qu'ils ont foutu dehors les Américains, ils ont repris le contrôle. Vous notez que le BRICS qui se fait là, fait peur aux Américains, parce qu'on a dit ce n'est pas normal que les États-Unis nous règnent dessus à cause de leur dollar, tandis que leur économie est en baisse. Nous allons créer un nouveau paradigme. À la fin du Moyen-Âge, vous voyez ce qui s'est passé. Violence dans des pays qui ont des ressources, violence créée par des pays européens. À l'époque de l'industrialisation, violence dans des pays qui ont la matière première comme le charbon et le fer, mais violence créée par les mêmes pays pilleurs. À l'époque du boom pétrolier 45-73, violence dans les pays de l'OPEP qui sont riches en pétrole, mais violence provoquée par les mêmes pays pilleurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre virage énergétique. Les pays pilleurs, après s'être enrichis aux dépens de nos pays noirs, désormais, pour se donner bonne conscience, veulent une économie verte. Ah, mais c'est partout dans les télés, c'est partout à l'école, économie verte, je veux bien. Mais pour faire cette économie verte, les mêmes pays pilleurs ont besoin de ressources qu'ils n'ont pas. Ils ont besoin de cobalt, ils ont besoin d'uranium, ils ont besoin, n'est-ce pas, d'iridium, toutes des ressources que nous avons chez nous, mais que eux n'ont pas. Et puisque eux, ils sont à un certain niveau de leur développement qui leur permet de faire de l'économie verte, qu'est-ce qu'ils font? Le même paradigme. Ils vont créer de la violence chez nous parce que nous avons des ressources pour lesquelles ils ne veulent pas payer. Ils créent de la violence chez nous pour nous faire fuir, de telle sorte qu'ils font main basse sur nos ressources. Tandis que nos populations fuient, nos populations s'appauvrissent, ils mettent à la tête de nos pays des gouvernements croupions avec qui ils font des deals de pillage et de vol. Et puis, on dit, bon Dieu, d'où vient cette violence? C'est une violence géopolitique. Et pour vous aider à comprendre ce qui se passe en Haïti, regardons ce qui s'est passé en Libye. Je vais donc terminer en prenant ces quelques exemples africains et vous comprendrez enfin que la violence en Haïti, c'est une violence fabriquée par les États-Unis, le Canada et la France, les mêmes foutus pays pilleurs qui, pour faire leur économie verte, volent nos ressources. Et pour y arriver, il faut qu'ils déciment nos populations, il faut qu'ils fassent fuir nos populations. Vous comprenez? Le programme Biden vise quoi? À faire fuir la population haïtienne vers les États-Unis. Bientôt, le Canada va embarquer dans le jeu. Le Canada va donner des visas à qui tu veux, n'est-ce pas, aux Haïtiens. Dans quel but? De faire fuir la population, de telle sorte que les compagnies minières américaines, les compagnies minières canadiennes, les compagnies minières françaises puissent faire main basse sur nos ressources et continuer à se donner bonne conscience en disant que nous sommes un pays pauvre. Faux. Nous sommes des pays riches, mais pillés par ces mêmes foutus pays qu'on retrouve depuis la fin du Moyen-Âge, qui mettent en place un paradigme de pillage. Vous avez des ressources dont j'ai besoin, je refuse de payer, je crée de la violence chez vous, et je négocie au rabais avec des bandits pour continuer à enrichir nos populations. Regardons ce qui s'est passé en Libye, dans cette dernière séquence de l'émission. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Regardons en terminant quelques exemples. La Libye, pays extrêmement riche en pétrole. Du pétrole que la France veut voler. Et puisque la France, quand elle veut une ressource, elle refuse de payer, eh bien, ce qu'elle fait, la France de Nicolas Sarkozy,
en complicité avec les États-Unis de Barack Obama, en complicité avec le Royaume-Uni, ils ont décidé que le régime libyen n'était pas démocratique. Ils vont créer de l'instabilité dans ce pays en armant des opposants à Kadhafi. Ils ont donc créé une guerre civile en Libye. Ils ont assassiné Kadhafi. Et Kadhafi, une fois mort, vous avez vu quelque chose? Le territoire libyen est morcelé. Il est sous le contrôle de divers gangs armés. Et qui a le contrôle du pétrole libyen aujourd'hui? Je vous le donne en mille. La compagnie française Total. À partir de la Libye, la France a décidé de contrôler les ressources de tous les pays du Sahel. Parce que c'est une zone extrêmement riche. Et donc tout à coup, vous entendez parler de groupes djihadistes, vous entendez parler de groupes terroristes qui menacent des pays africains. C'était le cas par exemple avec le Mali. Et dans un premier temps, le gouvernement Mali qui a été à juste titre renversé par le colonel Goïta, faisait affaire avec la France. La France envoyait son armée, soi-disant pour aider l'armée malienne à combattre, n'est-ce pas, les terroristes. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que les terroristes sont armés par la France. Donc vous notez, les terroristes reçoivent des armes françaises pour combattre contre l'État malien qu'elle est censée, la France, aider. Lorsque le colonel Goïta a vu ça, ce jeu de chat et de la souris, déstructuration de l'État, ils ont botté le derrière aux Français. C'est précisément ça que la France faisait au Burkina Faso. La France prétendait aider l'État, n'est-ce pas, burkinabé, mais en même temps, la France arme les groupes terroristes contre l'État. On l'a chassé de là. Évidemment, ce n'est pas seulement dans les pays africains. Hein. Si vous regardez ce que les États-Unis et d'autres pays voleurs comme le Royaume-Uni ont fait à l'Irak, c'est la même chose. Ils ont fomenté une théorie bidon, à savoir que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive contre eux. Pour quelle raison? Pour voler le pétrole irakien. Une fois qu'ils ont renversé Saddam Hussein, eh bien, Dick Cheney, le très détestable Dick Cheney, a donné une conférence de presse. Il ne s'est même pas gêné. Il a dit, écoutez, maintenant que c'est nous qui l'avons renversé, Saddam Hussein, eh bien, c'est nos compagnies à nous qui devront contrôler les ressources pétrolières irakiennes. Donc, cette guerre en Irak, c'était une guerre géopolitique pour le vol des ressources des Irakiens. Si vous pensez que les armes qu'utilisent les ISO, les Vitellum, ce sont des armes, n'est-ce pas, que les États-Unis ne voient pas. Ce sont des armes qui entrent, n'est-ce pas, en Haïti sans le contrôle de l'État américain. Vous vous trompez. C'est une violence géopolitique. Nous sommes dans une période de virage économique. Ces pays pilleurs ont besoin de nos ressources. Ils utilisent le même paradigme. Vous avez des ressources dont j'ai besoin, je refuse de payer, je vais déstructurer votre État car c'est plus facile de manipuler un ISO, de manipuler un Vitellum, plutôt que d'avoir affaire avec tout un parlement. Vous notez que depuis, ma foi, 6-7 ans, il n'y a pas d'élection en Haïti, mais ces mêmes pays donneurs de leçons s'en foutent, ils gardent Ariel. On n'a pas besoin d'élection. Les compagnies canadiennes continuent d'explorer nos mines. D'autres hommes d'affaires véreux occidentaux continuent de voler nos ressources. On s'en fout. La vérité, c'est que ces pays pilleurs-là considèrent nos pays à nous, noirs, comme des réservoirs stratégiques pour les ressources dont ils ont besoin. Et ils nous utilisent en même temps comme des déversoirs de déchets dont ils n'ont pas besoin. Et donc, on nous utilise comme des espèces de rats de laboratoire, on pille, on vole nos ressources, puisqu'on ne veut pas payer. Il est plus facile soit de mettre des gouvernements croupions, mais de créer de l'instabilité, en sorte qu'il y a toujours de la violence chez nous, donc on ne peut jamais voir clair pour développer nos pays. Et vous notez que même nos armées sont des armées de répression intérieure. Vous notez que il y a certaines technologies auxquelles ils ne nous donnent pas accès. Il n'y a pas un seul pays africain
À l'exception du Mali, qui depuis qu'il s'est rapproché, n'est-ce pas, de la Russie, aujourd'hui dispose d'une certaine technologie pour contrôler son espace aérien. Il n'y a pas un seul pays africain qui a le contrôle de son espace aérien. La France fait ce qu'elle veut. Hein? On parle d'autodétermination des peuples, on parle, n'est-ce pas, d'espace aérien qui est réservé aux États-Unis, aux autres pays, mais le continent africain, tous ces pays pilleurs y entrent comme ils veulent. L'armée de ces pays-là n'a pas le droit d'accéder aux technologies qui leur permettraient de gérer leur espace. Il y a certaines armes auxquelles on ne nous donne pas droit. Aucun pays africain, à l'exception de l'Afrique du Sud, qui fut jusque-là un pays de blancs dirigé par des blancs racistes, aucun pays africain n'a accès à l'énergie nucléaire. C'est pour nous empêcher de nous défendre en cas d'agression venant de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni. Tout ce qu'on a dans nos pays, ce sont des armées de répression intérieure. Quand la population se soulève contre un certain gouvernement, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni vont peser sur un bouton et tel général va envoyer son armée tirer sur sa population. Donc la violence qui se fait chez nous, c'est une violence géopolitique. C'est une violence pour le contrôle de nos ressources, comme on l'a vu. C'est une violence pour des questions de défense. Ces pays pilleurs ont besoin de ressources pour faire avancer leur industrie militaire. Ils n'ont pas ces ressources-là, ils les volent chez nous. C'est une violence à saveur idéologique. Il ne faut pas qu'il y ait un pays noir qui soit avancé. Il ne faut pas qu'il y ait un pays noir qui soit développé pour maintenir la soi-disant théorie de la suprématie blanche. Et pour y arriver, il faut qu'il crée de l'instabilité, il faut qu'il crée de la violence chez nous. La solution, Dessalines l'avait dite le 1er janvier 1804. La solution, c'est ce que les pays africains sont en train de mettre sur pied. Elle est simple, la solution. Dessalines l'avait comprise, cette solution. Regardez le serment que Dessalines a fait prêter à ses généraux. Il leur a fait dire, renoncez à tout jamais à la France. Elle est simple. Si les pays africains doivent se développer, il faut qu'ils renoncent à tout jamais à la France. Chassez la France de votre territoire, chassez les compagnies françaises de votre territoire, chassez l'armée française de votre territoire, renoncez à sa foutue langue, à la francophonie, tout ce qui est français, bannissez-le chez vous. Et vous allez avoir le contrôle de vos ressources. Nous, les Haïtiens, on l'avait compris avec Dessalines. Voilà pourquoi on l'a fait assassiner 2 ans plus tard. Mais notre salut en tant que peuple haïtien viendra d'où? Au moment où on aura compris que des pays comme le Canada, les pays comme les États-Unis, les pays comme la France nous pillent, eh bien, ils nous pillent nos ressources humaines. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Faire partir nos populations. Ils nous pillent nos ressources naturelles. Eh bien, si on veut, n'est-ce pas, parvenir à la paix, nous devons renoncer à tout jamais, comme l'avait dit Dessalines, à ces 3 foutus pays pilleurs. Pour y arriver, c'est pas compliqué, renverser le gouvernement mis en place par ces pays pilleurs, reprendre le contrôle de notre destin politique, et proposer un nouveau deal à des pays comme la Chine et la Russie. Le Mali a la paix parce que le Mali fait un nouveau deal avec la Chine et la Russie. C'est pas compliqué. Haïti aura la paix lorsqu'Haïti proposera un deal grâce à un gouvernement autonome, patriote, à la Chine et à la Russie. Nous devons renoncer, comme l'avait dit Dessalines, à ces pays pilleurs, la France en premier, le Canada, les États-Unis. J'espère que mon émission vous a été utile. J'espère que l'émission vous aidera à réfléchir et à comprendre autrement la soi-disant problématique de l'insécurité chez nous. J'espère que l'émission nous aidera à reconquérir notre souveraineté politique. En attendant, vive Haïti, vive le peuple haïtien, vive l'Afrique, vive le peuple noir. Gardons le moral, car tant qu'on garde le moral, tout va. Allez, au revoir, bonne semaine.